Bienvenue, merci à tous d'être là. On est super content d'organiser cette première journée du CBC. C'est une idée collective de tout le groupe. Et donc c'est un vrai plaisir de vous avoir tous ici. Voilà, je voulais remercier aussi Peter Bates et Alessandro qui sont nos deux autres invités et qui vont nous faire des conférences extra aujourd'hui. Donc merci à eux d'être là. Et puis pour éviter d'être trop en retard, on va commencer tout de suite. Alors comme ils sont là, du coup on a essayé d'adapter un peu les choses. On va faire un peu d'anglais, un peu de français, on va faire au mieux. Donc Axel s'est proposé de faire les premières coms en anglais, in English for you Peter. Voilà. Et voilà. Allez, bonne journée à tous. Merci. Ça marche là? Vous entendez? Okay. So good morning everybody. I'm gonna try to do the talk in English despite my huge French accent. So I'm going to talk about the management protocol that we use in my hospital for high energy blunt pelvic ring injuries. These injuries are potentially lethal, especially if associated with hemodynamic instability. Hemodynamic instability is almost always caused by venous or bony bleeding. And in this case, it's important to restore the volume of the pelvis in order to increase intrapelvic pressure, to counteract for the venous bleeding, and also to stabilize the bones to decrease the hemorrhage at this site. And in some cases, between 10 and 20%, hemodynamic instability may be caused by an arterial lesion. And it's important to also be able to control the origin of hemorrhage when it's arterial. We did a little retrospective study in my hospital about 127 adult patients with high energy blunt pelvic ring injury, and we found around 12% of patients with one or more intrapelvic arterial lesions, especially in the region of the internal iliac artery. And 40% of these patients with intrapelvic arterial lesion needed selective embolization to control arterial bleeding. So we have to have an efficient protocol for the management of high-energy blunt pelvic ring injuries, and we have to be able to control also arterial lesions. So the aim of the study was to evaluate our protocol in terms of mortality. We had the approval of our institutional ethics committee. It's a retrospective cohort study based on a prospectively filled registry in an academic level 1 trauma center. And our protocol uses urgent pelvic surgical stabilization, so with surgery, with external fixator pelvic clamp, not just with a belt or with a sheet. And then, if necessary, if hemodynamic instability persists, we do angiography and embolization, which is available within 1 hour in our institution. So that's the scheme of our protocol. It's a little bit complicated. I'm trying to, okay, you see the arrow. So all the patients with suspected high energy blunt pelvic ring injury receive a pelvic belt on the site of accident, and in the ambulance they are resuscitated with crystalloid. By the time they arrive at the emergency department, we do ATLS. Vous m'avez entendu derrière ou j'ai parlé pour rien? Ok, non, c'est bon. Merci. So, when they arrived at the emergency department, they got the ATLS primary survey, and some blood transfusion if needed. We have a dedicated MRH protocol. And then, after that, if they are unstable, we have to assess the fracture pattern and determine if it needs stabilization. So some of the fractures, they are already stable. That means that if we add some surgical stabilization for nothing, we go directly
the site of hemorrhage. So if it's pelvic bleeding, we do angiography and embolization. And if there is another source of bleeding, we treat this source. If the fracture pattern is unstable, then we go directly to the OR, and we put either external fixator or anti-external. And then, depending on the hemodynamic stability, we may go further to embolization. So that means that we do first mechanical stabilization of the pelvis, and then only embolization between them. Including criteria, all the high-energy between 2014 and 2019, and patient had to be at least 16 admission. Exclusion criteria, death before admission, secondary transfer from another institution, and the institutional protocol was not followed. For example, if we did embolization prior to the stabilization. That's the results. It's a little bit non-readable. So I'm going to give you a small. We had almost 200 patients with a high-energy blood clotting injury. One-third was hemodynamically unstable, and two-thirds were stable. The overall in-hospital mortality was around 30% for patients with hemodynamic instability, and 3% for patients which were stable. By examining cumulative mortality, you can see that almost half of the death occurred in the first 2 days when patients were hemodynamically unstable, and for those who were stable, it's occurred later, so probably due to late complications. Pas sûr que ça marche. Bon. Peut-être ma voix, non? So as a conclusions, we use a protocol with urgent stabilization, cervical stabilization of the pelvis as the first step, with either external fixator or pelvic clamp, and then timely embolization by persisting hemodynamic instability. The outcomes are encouraging. There are other centers using almost the same protocol, and we have comparable mortality rates. And when we have a look to other protocols using different stabilization of the pelvis, either just with the belt or with the sheet, and different techniques of hemorrhage control with the ballon de contre-pulsion rétro-aortique, quelque chose du genre, ou le pelvic packing, our results are also quite good. Nevertheless, it's difficult to compare our results with other teams because we never know if we have the same patients, or maybe our patients are less severely injured. It could be interesting to have comparative studies comparing same class of risk patients with different techniques. Okay, thank you. Merci Axel pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Thank you Axel for this presentation. I think on the last slide you pose a problem. That means what we do at the early step of the hemorrhage and what we do when we want to stop the bleeding. So at the early step, you have the choice in between the binder and the external fixator, which is in fact a C-clamp. And I think that because one of my colleagues, Dr. Kirschbaumer, did a review on that, there is no clue to say that the external fixator, that means the C-clamp, is better than the binder at the early step. And the second thing in your slide is what we do when we want to stop the bleeding. Do we REBOA, which is very effective but also have some adverse effect, or we do pelvis packing, which is very used in the German society, for example. So in the both, what you will choose
because you use a C-clamp, it's a Swiss device, so you use it a lot. We did use it in the former time, but right now we don't really use it. We prefer to let the binder until going to the NGO, and if it's too much, we do a rebroa against and no packing, for example. You see, first step, second step. What is your thought about that? I think it's possible, but you just have to be trained for that. And About the you have, I mean, the belt is okay. We have a problem with the belt. I think we were among the first ones to describe it like 30 years ago, and we still use the same model, which is very old, which has no reinforcements around the bony proeminences, and we already had some problem with pressure ulcers there, and we really don't like to keep it long. It could be quite easy just to have a new model, but that means that we would have to equip all our ambulances. It's very complicated to change, and as we gain a little bit of good practice or habitude, as we know how to put C-clamps or external fixator, we prefer to do this. And in our mind, usually we can do the definitive fixation within the first 5, 6, 7 days. And if a patient has a stable external fixator, it's a little bit easier to manipulate the patient in the bed. We don't put many C-clamps anymore. We mainly use now external fixators, supraacetabular ones. And we've seen a lot of pelvic belts migrating around the hips. Sometimes they were also badly placed in the ambulance, so we really prefer something very stable. Thank you. But why not? If you have also, it's easy with the C-clamp. If you have any abdominal injury associated to the lesion, it's possible to put the C-clamp and make the surgery, which is difficult with the belt also. And also with the external fixator, we can put it a little bit lower. The supraacetabular one. So easy to Mehdi? Going back to Jérôme's point about, because we would put a binder on. There was a study some time ago showing that when you put a pelvic binder on, it increases your intrapelvic pressure to about 20 millimeters of mercury. So when you think of what the central venous pressure, like the filling pressure, the pressure in the veins of the pelvis in a trauma patient, it would be about 0 or 1 millimeter of mercury. So the binder far exceeds that. So I think the thinking in the UK, at least at the moment, is that binders turn off venous bleeding, and so the only thing you've got left is arterial bleeding, which is probably not fixed by either a binder or an X-Fix. And so we tend to go, we wouldn't go to the operating room to put an X-Fix. If the binder's not working, we go to angio. Directly to angio. But I guess my question to you would be, how many people in your series were unstable, they went for their X-Fix, and then they stabilized, and so they didn't need to go to angio? I'm going to show you. It's on the slide, which was very complicated. This one. Okay, so we had hemodynamic instability in 45 of the 71 patients which were unstable upon arrival in the emergency. Despite use of red cell packs. And then we did urgent pelvic mechanical stabilization on 32 of 35 patients, and 28 were stable after that. Right. So that's a good effect, yeah. Yes, yeah, seems to work.
Merci. On passe. Ouais. On va passer à la deuxième communication et on continue avec Axel Guillemot pour la deuxième présentation sur les incidences des lésions de l'anneau pelvien à haute énergie pendant le confinement, ou le pseudo-confinement. So it's still okay in English? Right, okay, good. So the next talk is about incidence of high energy burn pelvic injury during the pseudo-lockdown measures that we had implemented in Switzerland related to COVID. It lasted 3 months, and actually we had, as everywhere, we had, because of health strategy planning, we had a problem with lack of personnel and infrastructures. And, we had big problems to treat patients, and we wanted to know if the pseudo-lockdown measures had a good effect on the behavior of patients in terms of avoiding them to expose themselves to trauma, and if we had more patients or less to treat during this lockdown or pseudo-lockdown in Switzerland. So once again, we had the approval of our institutional ethics committee. It's also a retrospective cohort study based on the same registry, and we obtained data from 2014 to 2020, and we did analysis on 2 sets of periods. One set was for the whole year, and the second set was just for the period corresponding to the pseudo-lockdown. Inclusion criteria for incidence of pelvic ring injury. All the patients within the registry with a pelvic ring injury and age 16 or more. And exclusion criteria: death before admission, transfer from another institution, any penetrating blast, burn or electrical injury, drownings. And we also excluded patients living outside the defined institution's catchment area to be sure that we could calculate incidences. And we also had evaluation of the absolute number of polytrauma patients. It's almost the same. C'est pas grave. During the full year and also during the pseudo-lockdown period, as you can see, the incidence was within the ranges of the previous years. So we didn't have a decrease in the incidence of high-energy burn pelvic ring injury during the pseudo-lockdown period. The median ISS and hemodynamic instability rate was the same also, meaning that the severity of the pelvic ring injuries were stable during the pseudo-lockdown period. We had good death rates, almost 0%. That's one of the. We also had sufficient resources allocated during pseudo-lockdown to treat this patient, and probably quicker after the pseudo-lockdown period. Patient with ISS 16 or over, we had the same numbers, but for higher ISSs, 20 and over and 24 and over, we had a little bit less patients. So that means that we had the same number of polytrauma patients, but they were a little bit less injured. Yeah. We had less self-inflicted trauma rate during the pseudo-lockdown period, which was a surprise because we thought that because of the lockdown, patients would just fight between themselves and try to commit suicide. That was not the case. And as for pelvic ring injury patient, we had also good survival rates
and the resources were sufficiently allocated to them. So as a conclusion, at least in our institution, we didn't see any decrease in high energy blood PRI incidence. So that means that patients were still prone to expose themselves to trauma despite the pseudo-lockdown measures. They should not go to do high-risk sports, but they did it. The construction sites were closed, but patients did constructions inside their own houses, so they also had accidents. So we didn't see any effect of pseudo-lockdown on the behavior of patients. And we also had no decrease in polytrauma patients' absolute number in our hospital. So that means that we had the same activity in our level 1 trauma center. So that could help for future health strategy planning. If we would face another lockdown, it could be important to maintain the activity of level 1 trauma centers and possibly also level 2 and 3 in terms of personnel and infrastructures. We have to protect our activity. Thank you, Elsa, for the second talk. Do you have any questions? Alors c'était un pseudo-lockdown. It was a pseudo-lockdown. It was less strong than any lockdown in other countries. So you could still travel? No. No. We could go to another city, but we didn't have any paper to say, okay, I go there because of, but if we had a good explanation, it was okay. But it was really, it's pseudo-lockdown. No. So there were people doing ski, randonnée, yeah, touring ski. They had accidents as well. And but all the cable cars were closed, public transports as well. Because it was less strong in your country, don't you think you had some people from other countries who come in Switzerland to be more free, and so you have more people from other countries, and it will explain why you have more. So that was the year afterwards. We are the only country with open ski resorts in 2021, I guess, but in 2020 we closed everything, and we didn't have any tourists neither. Thank you. Do you think that you made a good choice in the city for tourism in Switzerland and in Geneva? Do you think that the choice of the hospital to manage polytrauma was good? In conclusion, to maintain the same level of... So actually we had less resources, less personnel, so I don't think it was a good choice. But at the end, despite less personnel and less resources, we had relatively good results. So we had to work differently. We had no residents. They were all affected to other departments, and actually we did everything between ourselves. So staff surgeons only, no help from residents, no help from fellows, and maybe because of that we did better surgery. I don't know. It would be difficult. Ok, thank you. On va passer à la communication après, c'est la question pour donc, on va accueillir monsieur Tramalino pour nous parler de Covid-19 et modification épidémiologique des fractures du bassin secondaire à la pratique des sports d'hiver, expérience grenobloise. In terms of the community for public sector, mon French is bad, mon distance for me is
Je suis le docteur Samadine McDonald, je suis assistant de année au CHU de Charleroi en Belgique. J'ai eu la chance de faire une fellowship avec le professeur Antoinette et le docteur Colita. Et je vous remercie pour votre connaissance de le docteur Colita et le professeur pour nous permettre de parler sur ce. Bon, les fractures acétabulaires et les fractures du bassin représentent 1,5% de toutes les fractures et comportent un pronostic fonctionnel très important. Les patients âgés, le profil du patient il a changé. Et les dogmes des contre-indications opératoires pour les patients de plus de 60 ans pour les fractures de bassin, il est remis à question. Il y a les mécanismes de lésion, on peut trouver deux chez les patients jeunes. C'est un mécanisme de lésion de haute énergie avec des lésions associées qui conchèvent le pronostic vital du patient. Et pour les patients âgés, c'est un traumatisme de basse énergie. Déjà en 2017, pendant les tables rondes de la chirurgie du bassin gériatrique, le professeur Tonetti il a illustré une augmentation des fractures du bassin et une relation directe entre les fractures du bassin et la population gériatrique. Selon ces études qui confirment, les études épidémiologiques confirment cette constatation. C'est Canus qui, en l'année 2000, il a lancé un wake-up calling pour une augmentation dans le nombre absolu et l'incidence des fractures acétabulaires et les lésions de l'anneau pelvien dans la population gériatrique ostéoporotique. Cette étude réalisée dans cette institution, il montre une distribution des fractures acétabulaires en respect à les sexes, ou pour les fractures acétabulaires, on voit qu'il y a une prédisposition pour les sexes masculins, contrairement qu'on peut trouver pour les fractures de l'anneau pelvien. Dans les mêmes études, ils ont calculé un modèle prédictif qui montre une ascension linéaire constante de cette fracture. Dans notre étude plus récente, en 2021, pour la population en Belgique, il y a les mêmes incidences et la même augmentation. Pendant la COVID-19, on sait très bien que tout est arrêté, en plus les sports d'hiver, et les centres universitaires de Grenoble-Alpes, c'était le centre des polytraumacentres référents pour les fractures du bassin de la région. L'épidémiologie pour les fractures du bassin et les fractures en général en relation à les sports d'hiver, elle est très peu. Et c'est pour ça que nous avons constaté pendant notre pratique de la saison passée, de la dernière saison d'hiver, une sensation subjective d'une augmentation de l'incidence des fractures du bassin. Et c'est cette constatation qui a donné l'origine à notre étude, que c'est une étude rétrospective monocentrique qui a été réalisée au CHU de Grenoble. Et nous avons eu deux périodes d'inclusion, une inclusion avant le Covid et une autre inclusion après le Covid. On a eu 84 patients avant le Covid. Et la période d'inclusion, c'était entre le 1er décembre 2018 et le 31 mars 2019. Et pour la deuxième période d'inclusion, on a eu 132 patients qui étaient presque dans la même époque. C'était entre le 1er décembre
de 2021 et le 31 de mars de 2022. Et on a eu une constatation significative dans l'âge des patients. Aussi, on a constaté qu'il y a eu une constatation significative plus fréquente pour les patrons de fractures de la colonne antérieure, plus hémitransverse postérieure avec des Gull-Ganz signs. On a fait une subdivision, on a une analyse subgroupe en patients de plus de 65 ans et aussi on a confirmé significativement que la relation de les lésions avec les sports d'hiver, une augmentation aussi de la prise en charge chirurgicale et une remise en charge immédiate plus fréquente. Les mêmes études que j'ai montrées avant, c'est l'étude, il y a une relation, la prédisposition des fractures, il était prise entre 2006 et 2018 à la population de Belgique. Mais le plus important qu'on a trouvé, c'est que 200 dans cette période, 200 patients de plus de 90 ans, ils étaient bénéficiaient d'une prise en charge chirurgicale. Ici, c'est un simple exemple pour montrer les patrons significativement plus fréquents qu'on a trouvés et sa relation avec les sports d'hiver. En conclusion, cette étude comparative épidémiologique rétrospective, il fait que démontre une augmentation et un changement du profil du patient de la pratique des sports d'hiver en traumatologie du bassin au CHU de Grenoble. Les patients sont plus âgés, ils sont plus demandants et c'est à nous à donner une réponse à cette question. Merci pour votre attention. Merci, Dr Tramalino, pour votre magnifique présentation. Vous n'avez pas... Magnifique, ouais. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En fait, ce que tu observes, c'est une augmentation du nombre, aussi bien dans l'étude de la SOFCOT que dans ce que tu rapportes des travaux belges et de l'ONOT, c'est une augmentation du nombre de chirurgies du bassin et du cotyle. Comme on n'enregistre pas ceux qui ne sont pas opérés, c'est difficile de dire si c'est une augmentation d'incidence ou une augmentation de gestes chirurgicaux. Pour le coup, c'est moi qui vais répondre à la question, puisque en fait, on a enregistré tous les patients qui étaient pris en charge, y compris ceux qui n'étaient pas opérés. Donc là, c'est pour ça qu'on a un chiffre aussi important, parce que 132 patients en 3 mois de saison de ski, c'est quand même assez important. C'est parce qu'il y a aussi ceux qu'on n'a pas opérés. En fait, ce qui n'est pas vraiment ressorti de cette présentation, c'est qu'on a vraiment essayé de comprendre est-ce qu'on avait une augmentation aussi des FFP ou pas. Et en fait, on a autant de FFP avant que après. Donc on est sur une période de saison de ski sur 3 mois. Et donc en fait, on voit bien que cette augmentation, on a une tendance sur les fractures de l'anneau pelvien qui n'est pas significative. On a une significativité sur les fractures du sujet âgé qui ont été très bien décrites ici à Saint-Joseph, colonne antérieure et mi-transverse postérieure peu déplacée. Et en fait, c'est vraiment pas lié à une augmentation des FFP, c'est-à-dire qu'on a une espèce de nouveau pattern de fracture en compression latérale du sujet âgé qui se fait du ski de fond ou un peu de ski de piste, mais qui se fait ça à l'arrêt, qui tombe sur le côté et qui va faire un mécanisme de compression latérale de l'anneau qu'on a opéré et qu'on a remis en charge immédiatement et pour des résultats qui vont être analysés et qui, pour le moment, sont satisfaisants. Donc vraiment, le message clé, c'est que y a des patients de plus en plus âgés, de plus en plus demandeurs, qui font de plus en plus d'activités, notamment du ski, et qui méritent une synthèse chirurgicale pour retrouver une qualité de vie acceptable. Nous, on n'a pas les skieurs, parce qu'on n'a pas de montagne trop ici, mais on a exactement la même observation avec ceux qui font du vélo. On a de plus en plus de patients âgés en bonne santé, qui font du sport et qui font du vélo, et en particulier les cyclistes. Et on en a de plus en plus, et c'est vrai qu'on est de plus en plus tenté de les opérer et de leur rendre une anatomie la plus normale possible pour qu'ils reprennent leurs activités. C'est sûr que cette pathologie chez ces gens âgés en bonne santé est en augmentation. On est d'accord ? Juste une dernière question. Ouais, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est qu'une FFP?
pour l'assistance, et pourquoi ce chiffre sort du groupe des fractures de l'anneau pelvien? Alors par FFP, on entend donc Fragility Fracture of Pelvis. C'est un traumatisme qui va arriver à très basse énergie sur un os porotique. Et donc, c'est pas du tout le même enjeu que la fracture à haute énergie. La fracture à haute énergie, c'est la classification de Tyle et ça va concerner donc surtout des instabilités ligamentaires. Alors que la FFP, c'est purement osseux. Il n'y a pas d'instabilité ligamentaire dans le sens où la fracture passe essentiellement dans l'os. Et donc, finalement, l'enjeu de la FFP, qui est très souvent peu déplacée, c'est plus finalement la force de la tenue de ton montage avec un objectif de fixation qui est la moins agressive possible pour les patients, alors que sur de la haute énergie, il faut prendre en compte l'instabilité ligamentaire et parfois aller un peu plus agressif dans le geste chirurgical. La différence, elle est finalement peu radiologique, mais plus sur le mécanisme? Elle est sur le mécanisme lésionnel, tout à fait. D'accord. Absence d'ostéoporose et basse énergie. D'accord. Merci. On passe à la communication suivante. On appelle le Dr Pierre Marx de Dijon pour nous présenter sa communication sur la courbe d'apprentissage de la voie de Stopa. Elle est là. C'est baissé. Au-dessus. Là, je peux le faire. J'ai un micro. Non. Là, j'ai déjà un micro. Donc, je vous présentais le travail de thèse d'un de nos internes qui est maintenant en fin d'assistanale, Dr Plassard, qu'on a fait dans le service, sur la courbe d'apprentissage de la voie de Stopa. Alors on l'a vu, l'épidémiologie des fractures du bassin, de l'anneau pelvien et de l'acétabulum représente à peu près 1,5% des fractures de l'adulte en France, avec 2 pics d'incidence et surtout une augmentation du pic d'incidence chez les personnes âgées. On en a déjà discuté à l'instant, on va en rediscuter encore plusieurs fois je crois aujourd'hui. Si on reprend de manière très rapide l'historique, bien sûr la description d'une grande partie de tous ces traumatismes a été faite sur les travaux de Judet et Le Tournel. Et la voie de référence qui s'est imposée ensuite était la voie ilio-inguinale pendant de nombreuses années, avec de très bons résultats publiés. Et depuis une vingtaine d'années maintenant, on voit l'émergence de la voie de Stopa, ou Stopa-Cole, qui a été emprunté au départ à des chirurgiens viscéraux et puis qui a été modifié pour pouvoir aborder le bassin. Et donc c'est aussi ce qu'on retrouve en voie intrapelvienne qui peut être ensuite augmentée par des voies, par une fenêtre latérale qui reprend la fenêtre latérale de la voie ilio-inguinale ou la fenêtre latérale et la fenêtre moyenne, et on fait à ce moment-là une iliostopa. C'est juste pour définir les termes qu'on utilisera juste après. Les hypothèses qu'on avait dans ce travail étaient qu'on allait observer une amélioration des paramètres chirurgicaux au fur et à mesure de l'expérience du chirurgien. Donc cette voie d'abord, dans ces indications, avait une courbe d'apprentissage et on voulait évaluer cette courbe d'apprentissage avec l'étude des données opératoires et post-opératoires des patients opérés. Pour ça, on a réalisé une étude rétrospective sur base de données prospectives au CHU de Dijon, mono-opérateur pour pouvoir suivre la courbe d'apprentissage de 2015 à 2019. On a commencé à faire cette voie d'abord en 2015 dans le service et on a inclus tous les patients opérés par voie de Stopa ou avec fenêtre latérale ou iliostopa pour des ruptures d'anneau pelvien ou des fractures de l'acétabulum. Alors ainsi on avait 223 fractures opérées sur cette période. Parmi celles-ci, 143 avec une voie de Stopa ou voie combinée incluant la Stopa. Et ensuite, si on retire celles qui ont été faites avec en multi-opérateur où l'opérateur en question n'était pas le seul opérateur, ça nous laissait 86 fractures qui ont été ensuite réparties en 2 groupes. Un premier groupe, les 43 premiers cas, et un deuxième groupe, les 43 cas suivants. Nos critères d'évaluation pour le critère principal étaient le temps opératoire et les critères secondaires étaient les pertes sanguines, la qualité de la réduction, et on a également évalué les complications péro-opératoires et post-opératoires immédiates. Alors sur les données épidémiologiques, on remarque qu'entre nos 2 groupes, on n'avait pas de différence ni sur l'âge, ni sur le BMI, ni sur le score ASA, ni sur le sexe ratio. Finalement, les groupes étaient comparables. Pour ce qui est des voies d'abord, en revanche, il n'y avait pas de différence significative sur l'utilisation d'une stopa isolée, d'une stopa avec fenêtre latérale ou d'une iliostopa. En revanche, sur les valeurs absolues, on remarque quand même qu'il y avait beaucoup plus de stopa isolées dans le groupe 2 que dans le groupe 1, avec plus d'iliostopa, un recours plus fréquent à l'iliostopa en début d'expérience.
Et pour ce qui est de la fixation postérieure, en revanche, il y avait une différence significative entre le début d'expérience et la deuxième partie, avec beaucoup plus de fixation postérieure dans le groupe de fin d'expérience. Sur le temps opératoire, on a remarqué une amélioration significative de près de 40 minutes du temps opératoire moyen entre les deux groupes. Et si on vérifiait aussi en analyse continue univariée sur la série, on remarquait également une augmentation continue du temps opératoire. Pour les pertes sanguines, il en va de même. On a fait une économie de presque 300 ml entre la première partie de la série et la deuxième partie, sur des groupes qui étaient globalement comparables également sur les patterns de fracture. Et en continu, on voit là aussi une amélioration continue des scores de la perte sanguine. Pour ce qui est de la qualité de la réduction, en revanche, il n'y avait pas de différence entre le début d'expérience et les 40 cas suivants, avec finalement des résultats qui étaient anatomiques ou anatomiques et satisfaisants dans plus de 80% des cas dans les deux groupes. Et finalement, l'objectif de la chirurgie a été réalisé, que ce soit en début d'expérience ou après, mais avec des pertes sanguines plus importantes et un temps opératoire plus long. Donc, si on regarde le temps opératoire, finalement, même en analyse multivariée, on a remarqué que finalement, il restait significativement augmenté. Il y avait des critères qui participaient bien sûr à cette augmentation du temps opératoire. C'était l'ordre d'intervention, ce qu'on évaluait ici avec la courbe d'apprentissage. C'est-à-dire que le premier groupe était clairement plus long que le deuxième groupe. Les voies d'abord, quand on faisait une iliostopa, les temps opératoires étaient plus longs sur une stopa simple, parce qu'on a recours à une iliostopa dans des cas aussi spécifiques, très souvent. Et la fixation postérieure rajoutait également un temps opératoire. Et ça, on peut penser que c'est un facteur confondant, que finalement on a fait plus de temps de fixation postérieure dans le deuxième temps, et c'était très probablement un changement de pratique. C'est-à-dire que l'opérateur, c'est moi l'opérateur, donc clairement j'ai plus fixé en postérieur après 2015, que j'étais plus à l'aise sur la fixation percutanée, ce qui n'était pas le cas au départ, et ce qui là malheureusement est un biais. Mais finalement, malgré ce biais de temps opératoire peut-être plus long sur la deuxième période, finalement, à la fin, on a connu encore quand même 40 minutes d'intervention. Donc on aurait eu des résultats probablement encore plus prégnants s'il n'y avait pas eu cette phase-là. Et puis il n'y a pas de phase de plateau. On s'attendait à trouver une phase de plateau, et puis qu'à partir de 30, 40, 50 cas, on voit une amélioration significative des cas. Mais en fait, on a l'impression que les paramètres s'améliorent assez longtemps, et on peut penser que ça vient de la difficulté des cas complexes en particulier, et qui demeure complexe longtemps, avec une courbe d'apprentissage qui est certainement plus longue que le simple apprentissage de la voie d'abord, parce que ce n'est pas la voie d'abord en elle-même qu'on évalue, c'est la voie d'abord dans des indications, et ça, malheureusement, ça demeure vrai. Pour ce qui est des pertes sanguines, là aussi, on voit une évolution majeure entre les deux groupes, y compris en continu. On a remarqué aussi que les gens avec un BMI supérieur à 30 avaient des pertes sanguines bien plus importantes, ça, on le sait tous. Et la chirurgie est plus longue et plus difficile. Et les voies d'abord complémentaires, là aussi, augmenter les pertes sanguines. C'est pas seulement la voie d'abord, c'est aussi le recours à des voies d'abord dans des cas complexes, encore une fois. Pour ce qui est de la qualité de la réduction, il n'y avait rien qui est ressorti en analyse multivariée qui impactait la qualité de réduction. On avait des facteurs confondants, comme je le disais, c'est qu'on avait les anneaux pelviens et acétabulum. Alors, le choix de prendre les deux indications, c'est parce qu'en fait, l'opérateur a opéré les deux, et si on avait pris que les acétabulums ou que les anneaux pelviens, finalement, on aurait restreint la courbe d'apprentissage, et là, on s'intéressait vraiment à l'amélioration des paramètres, et non pas à un pattern de fracture en particulier. On a quand même fait une analyse en sous-groupe qui ne montrait aucune différence, si on prenait les anneaux pelviens ou les acétabulums. Et puis, on a utilisé l'accusation de Mata, mais uniquement des acétabulums pour la qualité de réduction sur tout, y compris sur les anneaux pelviens. Alors que normalement, les marges ne sont pas les mêmes des critères de Mata sur l'anneau pelvien et sur l'acétabulum. Et on a fait une analyse scanographique systématique pour tous les patients en post-opératoire. Bien sûr, on avait une population hétérogène, c'est une des limites de cette étude, mais qui est une étude finalement de vraie vie. On n'avait pas de score fonctionnel, mais ce n'était pas l'objectif de cette étude. Et puis on n'a pas les complications à long terme. En revanche, les complications péropératoires et post-opératoires immédiates étaient similaires dans les deux groupes. Je ne les ai pas présentées ici, mais globalement on avait le même impact dans le premier groupe et dans le deuxième, avec simplement dans le premier groupe plus d'atteintes du nerf obturateur qui ont récupéré à 100%, quasiment 95%, mais qui étaient plus importantes dans le premier groupe, avec probablement des voies plus agressives sur le nerf obturateur dans les premiers temps.
Donc, en conclusion, c'est une des plus grosses séries s'intéressant à la courbe d'apprentissage. On n'avait pas perdu de vue. Ça reflète la situation de la plupart des chirurgiens en fait, débutants qui vont se mettre à la voie d'abord de Stopa. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de pouvoir communiquer sur cette voie d'abord qui fait peur à beaucoup de chirurgiens débutants et qui finalement, on peut le voir, on aboutit quand même à des critères de réduction satisfaisants dès le début d'expérience. Et on constate une amélioration progressive des paramètres chirurgicaux. Probablement qu'il faudra envisager de reprendre une série plus large avec les 100 cas suivants pour vérifier si ensuite on arrive vraiment à une phase de plateau derrière. Et puis la qualité de réduction qui reste inchangée, ça, pour moi ça valide le fait qu'on parvient avec cette voie d'abord adaptée à avoir des résultats tout à fait satisfaisants. Je vous remercie. Merci Pierre pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Dans 98% des cas, c'était une vis iliosacrée percutanée. D'accord. C'est un visage percutané. Ok. Ou alors éventuellement percutané avec abord ok. latéral. C'est pas une deuxième installation. Ok, Il y avait c'est dans la même installation. Il n'y avait pas d'installation DG dans la série. Ok. C'est pas une fixation de la colonne postérieure. Non. C'est juste, ouais. Et pareil, toutes les voies combinées ont été sorties. Alors que les voies de Stopa plus Kocher-Langenbeck étaient dans les critères d'exclusion. Ok. Est-ce que tu as observé une différence dans ta série lorsque les patients avaient des antécédents de chirurgie abdominale ou présence de plaques et tout ça? Alors, ça n'a pas été évalué précisément en pratique. Là maintenant, j'en ai beaucoup plus des patients opérés par Stopa, comme nous tous. Et on le sait, hein, quand on rentre dans un domaine complètement blindé, parce qu'il y a eu 5 chirurgies avant, ça peut être... Parce que ça joue pour cette durée opératoire. En fait, il n'y avait pas de différence. Sur cette série, il y avait très peu de patients avec des antécédents majeurs. En fait, on n'en avait pas beaucoup et c'était dans les deux groupes identiques. Parfois, ça amène même à ne pas pouvoir du tout réaliser la Stopa. Hein. Ça m'est arrivé sur un patient où on ne savait pas qu'il y avait une radiothérapie de cancer de prostate avec 40 degrés. Ça, c'est le pire. J'ai mis une vis percutanée de la colonne antérieure parce que on ne pouvait pas du tout rentrer. En tout cas, moi, je n'étais pas capable de rentrer. C'était blindé. Tu dis que tu fais plus de Stopa que d'iliostopa. Alors en fait, dans le deuxième groupe, pas actuellement justement. Ça dépend des indications. Je pense que j'ai beaucoup évolué. En fait, au début, j'avais tendance à très souvent faire les fenêtres latérales parce que je passais de vidéo inguinale que j'avais vu à la Stopa en me disant comme ça au moins je suis sûr de maîtriser, en particulier sur les acétabulums ou sur les traits transsalaires. Et puis en fait, après je me suis rendu compte que très souvent sur des patterns de fractures comme les fractures du pattern âgé, avec une voie de Stopa unique, on peut tout à fait réduire de manière tout à fait satisfaisante au niveau articulaire. En revanche, chez les patients jeunes, j'ai tendance maintenant très souvent à faire des fenêtres complémentaires pour m'assurer une réduction parfaite. Et donc c'est un petit peu une évolution des pratiques. Par rapport au risque vasculaire, faire la Stopa ou l'iliostopa, on a l'impression qu'en faisant l'iliostopa, les vaisseaux bougent un peu mieux et on les libère un peu plus et il y a moins de risques. Alors, je pense que c'est surtout la libération du fascia iliaca. Ouais. Et au départ, on a vraiment, en début d'expérience, c'est la partie que je trouvais difficile dans la voie de Stopa, c'est d'aller assez loin pour ouvrir le fascia iliaca entièrement. Et à ce moment-là, dès qu'il est ouvert entièrement, on sent bien que les vaisseaux ils bougent beaucoup mieux. Et quand on fait une iliostopa, vu que ça fait clairement partie du temps opératoire où on est obligé d'ouvrir ce fascia iliaca pour faire la voie d'abord moyenne, finalement, c'est sûr qu'on est certain de l'avoir bien fait. Je pense qu'on peut le faire par la suite. Merci beaucoup. Donc on passe à la communication suivante. Et j'appelle le docteur Guillaume David qui va nous présenter le travail de Saint-Joseph sur la bifurcation des vaisseaux iliaques, une étude radio-anatomique. Hello, I will present our study on the purification of iliac vessels in the modified Stopa approach. This is a radioanatomical study. First of all, like Dr. Mas said, the modified Stopa approach was described by Florian Monroe. As you know, it's an increasingly used approach on the pelvic and acetabular surgery. This
This approach is located between the iliac vessels, and the main complication is a vascular injury. It seems obvious that a low division level would lead to increase the risk of the vascular injury. In the literature, many authors have studied the division of these vessels as well as the anatomical variation, but not the division levels in relation to the bony pelvis. But the bone is the most important landmark for orthopedic surgery. So our hypothesis is that the level of division of the common iliac vessels is the seat of significant inter-individual variability. As you can show to patients, the 3D reconstruction, the patient of the left at the higher division level than the patient of the right. So we think a STOPA approach is more easier than for the left patient than for the right. So this is a retrospective single center study of 107 patients who had preoperative angioscan in the setting of acetabular and pelvic ring fracture between February 2017 and May 2018. Our primary endpoint was the vessel division levels in millimeter and venous bifurcation angle in degree. We did the measure on the fracture and non-fracture side for each patient. We analyzed as secondary endpoint the relationship with morphological data like age, sex, BMI, height, tobacco, and the presence of an anterior column fracture and deep vein thrombosis. For the measurement method, we developed with the radiologist of the department. From the angioscan, we made the multiplanar reconstruction. As you can see, the axial plane was oriented parallel to the lower plateau of L4. In terms of sagittal balance, this plateau presents less inter-individuality and individual variability, than L5 or S1. So we arbitrarily choose this level for the orientation of the axial plane. Next, we scroll the axial section to find the bifurcation of the common vessel artery or vein. For example, here the division of common iliac right vein. Next, we put the frontal axis, we position to the most anterior portion of the sacroiliac joint, to the homolateral side. And finally, we did the measurement we made from the projection of the frontal axis on the axial section. So we measured to the most anterior portion of the sacroiliac joint to the bifurcation. For the venous division angle, we're using the same reconstruction model, and we put the axis on the vessel and we determine the angle bifurcation. Concerning the statistical method, we do a t-test student for to compare the measured data. We use the multilinear regression model for morphological parameter and simple-linear regression model for the influence of anterior column damage. So we have studied 107 angioTDM and 89 acetabular fracture, 13 pelvic fracture, and 51 anterior column. Here is the right division level of the arteries. The average arterial division level was 15 millimeter, with extreme from 2 under the sacroiliac joint to 96 upper the sacroiliac joint. For the left artery division distance, the average arterial division was 54 millimeter, with extreme from 0 to 18 millimeter. Next, concerning the vein division at the right, the average vein division was 13 millimeter, for example, from 9 under the sacroiliac joint to 75 upper. Concerning the left vein division distance, the average is 13, with extreme at 5 under and 66 upper. Here,
results of venous bifurcation. On the right, the angle of the venous bifurcation was 65 degrees at extreme 22 and 119. And then the left is 67. So, arterial division level was significantly higher on the right than on the left, probably for an anatomical cause, but we haven't studied the reason yet. We did not find a significant correlation between the morphological criteria studied on the division data, except for the presence of a fracture of the anterior column for the level of the left iliac vessels, artery and vein. But we did not investigate these results. It will certainly be necessary to measure the importance of the displacement of this structure. We found a large inter-individual variability with a large distance between the extreme, like you can see in the right venous division. And we put the same result for the bifurcation angle. So it's a morphological study that is the first to evaluate the division of the vessels in relation to bone landmark. This is a study which had a clinical interest for surgeons before performing a modified STOPA approach. I think it's a preliminary study which will be used as the base for other study. But it's a retrospective study. There is no correlation between intraoperative room yet, and the measurement method is not yet approved. So the rate anatomic variability of the division should prompt a special attention when STOPA approach is considered. Thank you. Thank you for your presentation, Guillaume. And first, two questions. Did you try to assess the pelvic incidence or the sacral orientation? No, not yet. I think it will be another study in the future to analyze the sagittal balance and the level of division. So we think that there's a big factor. Yes. The plastic of the vessels, and the other factor could be the age. When you study, the age is impact on the height No. of the division? Or No correlation. No, no. And the distance with the sacrum? No. Do you have any question? What? Yes. What about, oh, sorry. No, please. Was there any correlation with sacral dysmorphism? We don't study this. And what about the duplication of the venous, especially in elderly people? Because sometimes, as we can see, there is not only one medial iliac vein, and you have a lake of of venous there. You see, with a lot of anastomosis. This aspect, instead of the highness of the deep bifurcation, would be very interesting. I think so. And also, what about the lateral anastomosis of the venous? That means you speak about the bifurcation and the medial medial convergence of the vein. But what about the lateral affluence of some venous coming from iliac muscle, and which are also an issue, especially when you do keel approach? There's a lot of questions about veins. Yes, but the most important problem in this study was to create a reproducible model to measure the bifurcation. That's why we can't analyze every parameters, sacrum dysmorphy, spinal balance, the type of fracture. There are a lot of other parameters that could explain differences. We had to do more study on this series, but the
the first problem was to obtain a very reproducible manner to measure the first bifurcation. And the first, to answer to your question, Jérôme, the reason why we want to do this this study was because of the problem we have with the STOPA approach, and we think it could be explained by the fact we have to put the external iliac vessels externally. So we didn't study the external anastomosis because it's not the problem in the STOPA approach, but it could be a question in another approach, like a kill approach. Merci beaucoup. On va passer à la communication suivante. L'appui total immédiat de vissage percuté de la fracture simple de l'acétabulum et de l'anopelvien chez les patients de plus de 65 ans. On va écouter Rémi Francia de Brest. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, chers collègues. C'est un plaisir pour moi d'être là. Je vais donc vous parler de cette technique percutanée pour les fractures simples de l'acétabulum et de l'anopelvien chez les personnes âgées, donc de plus de 65 ans. On l'a déjà vu, hein, l'incidence de ces fractures augmente dans cette population de patients. C'est des fractures à basse énergie, donc c'est des fractures à peu ou pas de déplacement qu'on classe directement dans la case fracture simple. Alors on sait que la fixation interne est le gold standard pour les fractures déplacées, puis la littérature aussi nous disait de ne pas traiter chirurgicalement ces fractures simples avec repos au lit et appui interdit. Le problème, c'est que ça fait mal. Il y a des soucis d'hygiène, de risque de complications de décubitus et d'augmentation de la mortalité. Les visages percutanés pelviens ont montré des taux de complications plus faibles que les voies open, mais les études qui ont été faites n'autorisaient toujours pas l'appui avant 4 à 6 semaines et utilisaient des vis assez petites de 4,5 à 5 mm. Nous, le but était assez simple, c'était d'évaluer la possibilité, oui ou non, des patients à marcher après le traitement d'une fracture de l'acétabulum ou de l'anopelvien par visage percutané. C'est une série rétrospective, monocentrique. On a inclus rétrospectivement, on a inclus nos 30 premiers visages percutanés et on a exclu ceux qui avaient une lésion associée qui interdisait la reprise d'appui immédiate. On les a tous vissés avec du 7,5 non augmenté, toute copie, et on a récupéré dans le dossier les informations bien sûr hospitalières et à 3 semaines et à 6 semaines. L'objectif principal, c'était d'évaluer donc la possibilité d'appui et de marche à J1, les objectifs secondaires, les distances de marche, la douleur entre J-5 et J5, la consommation de morphine ou paracétamol entre J-5 et J5, et enfin les complications radiographiques et cliniques. Il y a un souci de... Excusez-moi. Bon, on va le faire comme ça, c'est pas très grave. Je sais pas si... Ah oui, il n'y a rien qui passe. Donc on a inclus 30. On a inclus 30 patients. Il ne va pas falloir regarder, il va falloir m'écouter. On a inclus 30 patients. Sur nos 30, on a exclu 10% qui avaient des lésions associées interdisant l'appui. L'âge moyen était de 75 ans. L'indice de masse corporelle était de 23. Et alors on n'avait aucun ASA 1. Par contre, on avait un peu moins de la moitié ASA 2, ASA 3. Et on avait même un patient ASA 4. On avait 19 fractures de l'anopelvien. Et je vais peut-être me remettre un truc. Et 8 fractures de l'acétabulum. Donc on a mis 57 vis, 26 dans la colonne antérieure, 21 sacroiliaque et 10 dans la colonne postérieure. La durée moyenne de chaque procédure était de 35 minutes et le temps d'exposition était de 1 minute 45 comme moyen. Les gens avaient en général, en moyenne 5 jours de délai avant d'être opérés et puis 5 jours de délai avant de sortir de l'hôpital. Le résultat principal, c'est que 100% de nos patients inclus ont pu marcher à J1 de l'opération. Au terme de périmètre de marche, la moyenne était de 19 mètres à J1, 60 mètres le jour de la sortie, et après par jour, à 3 semaines, on était à 500 mètres et à 1400 mètres à 6 semaines. À 6 semaines, là aussi ça ne marche pas, 2 tiers des patients avaient retrouvé leur périmètre de marche d'avant le traumatisme. En ce qui concerne la douleur, donc entre J-5 et J5, il y avait une différence significative entre ces deux périodes-là.
tout comme la consommation dentalgique. Alors on n'était pas significatif sur la consommation de paracétamol, si ce n'est entre J+4 et J+5. Cependant, on était significatif sur la consommation de morphine. En termes de complications, on a eu une patiente qui a dû être, pas reprise, mais enfin, chez qui on a dû enlever les vis sacroiliaques parce qu'elle présentait des douleurs à 6 semaines. La mortalité était de 7,4%. C'est une des seules études qui rapporte les résultats cliniques d'un vissage percutané avec autorisation d'appui immédiat après cette chirurgie. Pour rappel, donc, tous nos patients ont pu marcher avec 20 mètres à J1 et 60 mètres à la sortie de l'hôpital. Les études qui suggèrent de ne pas opérer ces patients reportent de hauts taux de mortalité, pouvant aller jusqu'à 20% à 30 jours. Donc pour rappel, on avait opéré des patients de moyenne d'âge de 75 ans, et vous voyez qu'on est allé jusqu'à 97 ans, et qu'on allait aussi opérer des gens qui étaient ASA 4, c'est-à-dire qu'on a ouvert les portes du bloc opératoire à des gens qui ne sont pas opérables en voie open, et c'est là où c'est tout à fait intéressant. Et on a une mortalité qui est entre guillemets que de 7,5%. L'analyse statistique montre que c'est la procédure chirurgicale elle-même et non seulement le temps qui améliore, qui fait baisser la douleur et donc la consommation de morphine. On a l'impression que ces vissages percutanées sont quand même très bénéfiques pour les patients en termes de prévention de la perte d'autonomie et du syndrome de glissement. Bien sûr, c'est une étude rétrospective, on n'a pas de score clinique, on voulait juste voir pour l'instant qu'ils arrivaient à marcher. Et on n'a pas encore de goût contrôle, c'est bien sûr en cours. Donc c'est une technique qui est applicable à cette population, ça réduit bien sûr le score de douleur et l'utilisation de morphine, c'est important pour ces gens-là. 2/3 des patients ont pu retrouver leur périmètre de marche d'avant le traumatisme à 6 semaines. On n'a pas eu de complications péropératoires, donc c'est quelque chose qui est assez safe et surtout très efficace chez cette population très fragile. Voilà, je vous remercie de votre attention. Encore désolé pour les soucis techniques. Merci Rémi pour cette présentation. Il y a une question, Mehdi Boutissa. Merci Rémi pour ce travail qui permet un peu de démocratiser cette idée que les patients âgés, ça s'opère et ça marche bien. J'ai pas mal de commentaires. Alors, la première chose, c'est que je ne peux pas te laisser dire qu'il n'y a pas d'études qui évaluent les outcomes après remise en charge immédiate, puisqu'en Allemagne, sur les FFP, ils les mettent debout à J1. Donc toutes les études allemandes, que ce soit celles de Romans, de Osterhoff, etc., les outcomes sont avec un appui immédiat. Après, tu parles de full weight bearing. En fait, dans mon expérience et dans les photos que tu montres, ils sont tous au déambulateur en vrai. Hein. C'est pas un vrai full weight bearing, mais c'est un appui soulagé. Mais c'est déjà bien, hein, c'est super, vu de la population de laquelle on parle. Et puis après, il manque pas mal de choses. Surtout, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est de bien dissocier anneau pelvien et acétabulum. Parce qu'en fait, acétabulum, l'objectif, disons, c'est de fixer cette lésion, de faire en sorte qu'elle ne s'aggrave pas sur le plan cartilagineux, sachant que les dégâts, finalement, sont déjà faits, hein, on est d'accord, et que la prothèse, il l'aura un jour ou l'autre. Mais par contre, l'autre côté est sain, et l'appui de l'autre côté, il n'est pas douloureux chez ces patients-là. Par contre, l'anneau pelvien, l'appui côté contralatéral reste un problème, et donc la fixation de l'anneau pelvien, pour moi, doit être antérieure et postérieure. Donc il me manque cette dissociation sur ton analyse, et il me manque aussi le fait, est-ce que tu as systématiquement fixé sur les anneaux pelviens l'avant et l'arrière, ou est-ce que parfois tu as fixé uniquement l'arrière et pas l'avant, comme ça se fait encore beaucoup? Non, j'ai toujours fixé... il m'est arrivé de fixer que l'avant, mais il y avait, pour le coup, c'était une des patientes qui n'avait rien sur le sacrum, mais vraiment rien, et on lui a laissé sa chance, c'est-à-dire qu'effectivement pendant 5 jours, on lui dit on l'a fait marcher tous les jours, on va voir ce que ça se donne avec le kiné, et impossible de marcher. Et on lui a mis une vis devant, une petite vissette là, et effectivement elle a pu marcher le lendemain, mais sinon c'est toujours devant derrière, effectivement. J'avais juste une question, mais c'est évident que là, tous tes patients, il n'y avait pas de réduction. C'est un vissage, c'est une lésion non déplacée. Ouais, bien sûr. Ça s'adresse, c'est important juste de le préciser parce que c'est la limite un petit peu du traitement percutané. Il y en a qui a des méthodes de réduction en percutané qui ont été décrites, mais là on rentre dans autre chose. C'est effectivement. Et puis juste une deuxième réflexion, tu avais à 6 semaines des patients dans ton groupe, ils marchaient en moyenne 1,5 km par jour. Ouais. Il m'apportait leur liste. Je leur avais demandé. Même ceux qui j'ai jamais opéré, ils marchent pas ça. Quoi. Non, il m'apportait effectivement. Je leur avais demandé de noter tous les jours leur distance de marche et en consultation, il m'apportait le papier. Il faut leur faire une montre connectée. Exactement. C'est justement dans notre étude comparative, on leur met des montres connectées pour qu'ils. Ça c'est l'idéal. Exactement. Oui.
I'm sorry if I missed this. Did you have any acetabular fractures that when they started walking, they went from congruent to incongruent, or the displacements? None. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Rémi. Donc cette technique serait encore plus séduisante avec le arm. Ce serait beaucoup plus facile, je pense. Ouais. Et on passe à la dernière communication. Et j'appelle le docteur Stolz pour nous présenter son travail sur la concordance de la stratégie chirurgicale dans les fractures du bassin au sein d'un groupe d'experts. Et c'est l'équipe de Saint-Joseph qui a fait ce travail. Je suis sorry. I'm part of my residency in a medicine department. Assistant in so I'm here to talk about the work I did with the team. So you know that pelvic rig fractures are complex, hard to manage, and for experimented surgeons, and then they can be subject to surgeons' imagination, but not only. So the goal of our work was to determine what and which lesions and how we fix the lesions, and if there is inter-observer reliability and intra-observer reliability. So how did we do that? We asked 8 experts in 4 countries, all part of the COTIL. We had 35 CT scans. Our experts made 2 lectures, few months apart, and they had to ask different questions. One of them was, do you operate this fracture of the pelvic rig, and which lesion do you fix? And the question was, which approach would you use? So little part of that, we used the B statistics to measure the level of agreement. We used the B statistics. It was discussed with the Center for Clinical Research. So with the B statistics, we can measure the level of agreement, like the kappa stat. As you can see, just to calculate, you have the matrices like this one, and with the kappa, when there is a little imbalance in the matrices, we ask the team of the clinical research, they publish a paper with the stat. And for example, on this chart, the kappa would have been 0.48, and with the statistics, some table like this one. Our results. So for the inter-observer reliability, we saw that our expert was pretty good. We had a pretty good level of agreement, but it was a little less for the symphysis and the sacrum. Instead of the acetabulum, the lumbopelvic, or the posterior lesions. We also checked the inter-observer reliability for the surgical indication, and the anterior approaches and posterior approaches. And we see that we have a good level of agreement for the surgical indication, for the posterior approaches, but it's a little less for the lower for the anterior approaches. We made the same study for the intra-observer reliability, and we also see that there is a little less, lower level of agreement for the symphysis, pubic pyramid, and the sacrum, like for the inter-observer.
we also made this work for the reliability on the surgical indication. It was the level of agreement was still good for the posterior and the surgical indication, but also lower for the anterior approaches. So it's a little part of discussion, just show you some pros and cons for the discussion we will do after the presentation, if you like. So we think that it's an original work. It has never done before. It's a multicentric study. Our experts disposed of CT scans with 3D MPR and 3D volume rendering. It's better for the study of the lesions. It highlights the discussion on pubic symphysis and anterior approaches that we can also already see in the current literature. And we had 8 experts, which is a chance. But it's also a cons because experts are not representative of the general orthopedic population, and we have patients. So in conclusion, we have highlighted a high level of agreement on surgical indication, a high level of agreement on posterior approaches, but lower level of agreement on anterior approaches and symphysis and circumfixation. The last one was that our inter-observer reliability was always better than our intra-observer reliability. So maybe club sensitivity is a good idea. Thank you. Merci Adrien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Who have participated to this big study because it was high work. They have to analyze 35 CT scan 2 times 6 weeks after. So thank you very much. We will try to publish this paper. But it was really interesting to see that we are not completely agree with ourselves. It was a surprise. Because it could be in interest to make decision of surgery with a multi-surgical analysis more than just yourself. Yes. And it emphasized also the fact that for FFP, for example, it's not really a consensus to treat all the lesion, especially the anterior lesion. It really depends of les habitudes of each surgeon. And is just one point I want to precise on this study. It's the choice of the fracture we have included in the package, because I think it was not representative of all the fracture we can meet in the general population. We especially choose some specific cases not very displaced, and that's probably an explanation for the lack of inter-observer reliability in the symphysis, especially in the symphysis fixation. Yeah, you. For the joke, you include not displaced fracture, and some no fracture. No fracture, and some observer see fractures, and it's only the proof that the discussion is open every day open, but with the pelvic without fracture, some of us see a fracture and treated evidently untreated. No, I don't know. Hein? Guillaume, personne. Oui, mais il y avait personne qui voulait la traiter quand même. Nobody want to treat, but some of us see a fracture.
You are right about FFP. I remind when you sent to me the first case, the first DICOM data. It was in September 2020, I think. I was at the beginning of my fellowship in Germany to learn about FFP, and at the beginning I said, okay, no, anterior lesions, I don't do anything. And then 6 weeks later, I said, okay, I fix everything. So I am maybe the responsible for anterior observer. I was going to ask, the surgeons who changed their minds between first and second, was it just 2 or 3 of them, or was it all 8 of them were doing it? Almost all of them. Merci beaucoup. Just only Madame. On va aller sur les stands. J'en profite juste pour, avant de finir la session de communication particulière, pour remercier vivement l'équipe de Saint-Joseph, en particulier Guillaume qui s'est beaucoup investi pour la réalisation de cette journée. On est tous très contents d'être là. Donc merci encore à eux. Et puis, je vous remercie.